13 octobre 1761, 21h30. Un corps est découvert. Aucune plaie, aucune meurtrissure, sauf des traces de strangulation au niveau du cou. Personne n'a rien vu, rien entendu. L'homme était jeune, en bonne santé. Il rêvait de devenir avocat. Donc c'était un étudiant en droit qui voulait devenir avocat. Or, à l'époque, pour devenir avocat, il fallait être catholique. Donc on soupçonnait le fils d'essayer de changer de religion et devenir catholique. Ce fameux jour où l'affaire a commencé, ils étaient en train de manger à l'étage et le fils, à un moment donné, est descendu. Il était habitué à jouer au billard, mais c'était un jeu où on jouait de l'argent. Et on savait qu'il avait des dettes. La famille s'est inquiétée de ne pas le revoir pendant le repas. Et ils sont descendus, ils ont vu que la porte était ouverte, et ils ont poussé un petit peu et ils ont vu leur enfant pendu. La pièce donne sur la rue. Une foule de voisins commence à se rassembler, attirés par le cri. Que s'est-il passé? Qui a tué? Qui l'a tué? 250 ans après, les élèves de 4e 3 mènent l'enquête. Donc beaucoup de cris, ça a alerté un certain nombre d'habitants. Tous ceux qui étaient dans la rue sont venus voir ce qui s'est passé. Entre-temps, apparemment, ils ont dépendu ce garçon parce que quand on se suicidait, on n'avait pas le droit aux obsèques religieuses. Donc ils ont fait comme s'il avait été étranglé et non pas pendu par lui-même. Là-dessus, on appelait le capitaine Baudrigue, qui est venu et qui tout de suite considérait que c'était le père qui avait tué son fils. Pour la bonne raison que vous le soupçonnez de vouloir redevenir catholique. Et tout le monde s'est mis à hurler, on a fanatisé la foule, ils ont amené là toute la famille et ils ont interrogé, ils ont torturé. Dans la foule, des voix crient. Les protestants assassinent leurs enfants. Le fils Calas voulait devenir bon catholique. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. David de Baudrigue s'étonne, puis rapidement se forge une conviction. Les Calas ont commis le plus atroce des crimes. Ils ont assassiné leur propre enfant parce qu'ils voulaient se convertir au catholicisme. Il ne reste qu'à le prouver. À l'époque, Toulouse est une ville majoritairement catholique. Sur 50 000 habitants, il n'y a que quelques centaines de protestants. Pour avoir le droit d'habiter à l'intérieur de Toulouse, ils ont dû se convertir au catholicisme. On les appelle des néo-convertis. Toulouse n'aime pas les protestants. Le sieur David de Baudrigue non plus. Il les croit capables de tout et du pire. Il mène une enquête à charge. Voilà, donc ça c'est un recueil de pièces concernant l'affaire Calas. Et on a là une pièce exceptionnelle qui sont donc les chefs de monitoire. Les chefs de monitoire, c'était les appels à témoins qui ont été lus suite à l'arrestation de M. Calas. Ça se disait où, les chefs de monitoire? Alors en temps normal, c'était placardé en place publique ou lu en place publique. Mais pour cette affaire particulièrement, eh bien, l'avocat du roi a demandé une autorisation spéciale à l'archevêque de Toulouse, c'est noté ici, pour avoir le droit de lire ces chefs de monitoire le dimanche matin dans les églises de la ville. Donc ils ont été lus plusieurs dimanches d'affilée pour recueillir des témoignages. Et il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné? Eh bien, on a recueilli environ 200 témoignages contre M. Calas. Je vais vous lire un ou deux extraits de ces chefs de monitoire et vous allez voir comment le discours a été orienté pour prouver l'accusation de Jean Calas. Contre tous ceux qui sauront, par ouï-dire ou autrement, que le sieur Marc-Antoine Calas, aîné, avait renoncé à la religion prétendue réformée, dans laquelle il avait reçu l'éducation, qu'il assistait aux cérémonies de l'Église catholique, apostolique et romaine, qu'il se présentait au sacrement de pénitence et qu'il devait faire abjuration publique après le 13 du présent mois d'octobre, et contre tous ceux auxquels Marc-Antoine Calas aurait découvert sa résolution. Contre ceux qui sauront, par ouï-dire ou autrement, qu'à cause de ce changement de croyance, le sieur Marc-Antoine Calas était menacé, maltraité et regardé de mauvais œil dans sa maison, que la personne qui le menaçait lui a dit que s'il faisait abjuration publique, il n'aurait d'autre bourreau que lui. Alors vous voyez, contre ceux qui sauront par ouï-dire ou autrement. Par ouï-dire ou autrement, donc on fait vraiment, on prend en mesure tout ce qui est ragot, rumeur à cette époque, et ça va compter comme témoignage.
Et la date, 17 octobre 1761, donc 3 jours seulement après l'arrestation de M. Calas. Voilà, alors ça c'est le manuscrit 703 de la bibliothèque. C'est un manuscrit qui a été écrit par un Toulousain qui vivait au XVIIIe siècle et qui assistait à tout ce qui se passait d'important dans la ville. Il s'appelait Pierre Barthès, ce monsieur, et donc vous allez voir un petit peu ce qu'il dit de cette affaire. Voilà, là par exemple, on arrive à la page du mois d'octobre, et on ne voit pas mort du fils Calas, mais meurtre du fils de Calas. Donc tout de suite, pour l'opinion toulousaine, il s'agit d'un meurtre. Alors je vous précise que Pierre Barthès était catholique. Ils ont considéré que le père était coupable et ils l'ont condamné très vite à condamnation à mort. C'était d'abord, quand même, après vous avoir torturé pour le faire avouer, il n'a jamais avoué. Il a toujours dit qu'il était innocent. Et ils l'ont condamné à être roué, attaché sur une roue, vous cassez les membres en faisant en sorte que vous restiez vivant. On arrive 5 mois plus tard, au mois de mars 1762. Voilà, et là, on a l'exécution de M. Calas, Calas père, rompu, vif. Et donc cet homme, Pierre Barthès, a assisté à la mise à mort de M. Calas. Bonjour à tous. Bah, écoutez, vous êtes ici à l'endroit du supplice de Jean Calas. Jean Calas a été condamné à mort par le Parlement de Toulouse le 9 mars 1762. Et ce que nous allons raconter là maintenant s'est déroulé le 10 mars, le lendemain. Vous voyez que les choses allaient vite quand même, hein. Elles ne traînaient pas. La roue était là et le bûcher était un peu plus loin. Ici. Jean Calas avait été condamné à être roué et à ester, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire à rester 2 heures sur la roue. C'est un supplice tout à fait horrible. Le condamné était attaché sur une roue et on lui brisait les membres à coups de barres de fer ou de massues en fer. Là, en l'occurrence, c'était une massue. 11 coups vont être portés sur les bras, les jambes, le torse de Jean Calas par le bourreau. D'après les témoins de l'époque, Jean Calas aurait poussé un cri au premier coup de massue de fer et puis après plus rien. Il aurait subi, sans se plaindre, la totalité du restant du supplice. Au bout de 2 heures, Jean Calas était toujours vivant. Et donc, David de Baudric va demander au bourreau d'étrangler, d'en finir avec Jean Calas. Il faut voir qu'il y avait une foule énorme ici. Il y avait non seulement la place était pleine de monde, mais il y avait des gens dans toutes les rues adjacentes. Car le supplice d'un condamné à mort était un véritable spectacle à l'époque. Il faut savoir qu'à Toulouse, il y avait entre 2 et 3 supplices de ce type par mois. Donc c'était devenu, on avait l'habitude. En plus, l'affaire Calas, Calas étant un marchand drapier qui était quand même relativement connu dans la ville, etc., avait pris une ampleur, cette affaire avait pris une ampleur assez conséquente. Donc ça avait attiré un monde fou. On a dû fermer les portes de la ville pour empêcher d'autres gens des environs de venir ici, parce que la ville était vraiment saturée de monde. Cette affaire aurait pu se terminer là. Comme je le dis souvent, elle aurait pu rester toulousaine. Mais vous le savez aussi bien que moi, Voltaire s'en est emparé quelque temps après. En effet, il a été mis au courant de cette affaire par un marchand marseillais. Voltaire, au départ, n'est pas du tout persuadé de l'innocence de Jean Calas. Il pense simplement que c'est une affaire de fanatisme religieux. Ou Jean Calas est coupable et c'est le fanatisme protestant qui est en cause, ou Jean Calas est innocent et c'est le fanatisme catholique qui est en cause. Il a envoyé des émissaires faire une enquête. Quand ils sont revenus à Ferney, on leur a affirmé donc que cette famille était innocente et il a commencé à prendre la défense de cette famille en écrivant à tous les princes d'Europe à cette époque-là pour faire en sorte que Jean Calas soit réhabilité, c'est-à-dire qu'on considère qu'on l'avait condamné alors qu'il était innocent. Pendant plusieurs années, il a écrit, il a fait un travail de journaliste à l'époque, d'investigation. Il a convaincu la plupart des princes
d'écrire Louis XV pour lui demander de cette réhabilitation. Il va en 1763 et cette année, nous fêterons en novembre le 250e anniversaire de cet ouvrage. Il va publier le fameux traité sur la tolérance dont le sous-titre est à l'occasion de la mort de Jean Calas. Est-ce qu'il y a son nom? Non. Non, il n'y a pas son nom, nulle part. Sur la couverture non plus. En fait, Voltaire l'a édité anonymement au départ pour ne pas nuire à l'affaire Calas. Parce que regarde, le premier chapitre s'intitule « Histoire abrégée de la mort de Jean Calas ». Le grand principe, le principe universel de l'un et de l'autre, est dans toute la terre. Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Or, on ne voit pas comment, suivant ce principe, un homme pourrait dire à un autre « Crois ce que je crois et que tu ne peux croire, ou tu périras ». C'est ce qu'on a dit en Portugal, en Espagne, à Goa. On te contente à présent. On se contente. Les F en fait sont des S à cette époque. D'accord. On se contente à présent, dans quelques autres pays, de dire « Crois ou je t'abhorre, crois ou je te ferai tout le mal que je pourrai. Monstre, tu n'as pas ma religion, tu n'as donc point de religion. » Il faut que tu sois en horreur à tes voisins, à ta ville, à ta province. S'il était de droit humain de se conduire ainsi, il faudrait donc que le japonais détestât le chinois, qui aurait en exécration le siamois. Celui-ci poursuivrait les gangarides, qui tomberaient sur les habitants de l'Indus. Un mongol arracherait le cœur au premier malabar qu'il trouverait. Le malabar pourra égorger le persan, qui pourrait massacrer le turc. Tous ensemble se jetteraient sur les chrétiens, qui se sont si longtemps dévorés les uns les autres. Le droit de l'intolérance est donc absurde et barbare, c'est le droit des tigres, et il est bien plus horrible, car les tigres se déchirent que pour manger, et nous sommes exterminés pour des paragraphes. Ce traité de la tolérance a fait le tour du monde, et aujourd'hui, encore d'actualité, quand vous lisez, on a l'impression que c'est écrit aujourd'hui, parce que les intolérances, nous les connaissons encore aujourd'hui, peut-être moins en France, puisqu'on a pris quelques dispositions pour éviter ces intolérances religieuses. Mais dans certains pays encore, on voit qu'on n'est pas loin de la situation de cette époque-là, de 1762. Et pour un certain nombre d'entre nous d'ailleurs, on pense que le traité sur la tolérance, c'est le premier texte initiateur des lois sur la laïcité de 1905. Voltaire, par son combat, va réussir à provoquer une révision du procès qui se terminera, et c'est marqué sur cette plaque, vous voyez, se terminera le 9 mars 1765 par la réhabilitation de Jean Calas. Toulouse a peut-être eu mauvaise conscience dans cette affaire, puisque pendant très longtemps, on ne parle plus, alors qu'à Paris, sous la Révolution française, il y a eu des pièces de théâtre racontant l'affaire Calas, etc. À Toulouse, point de tout cela. Et on a l'impression, pendant le 19e siècle, par exemple, on a l'impression qu'on veut oublier l'affaire Calas. Et ce n'est que ces 2 ou 3 dernières décennies qu'un certain nombre de Toulousains ont décidé, pour rappeler effectivement ce drame, lié au fanatisme religieux condamné par Voltaire, ont réussi à obtenir de la mairie de Toulouse la pose de cette plaque que vous avez ici. Et que ce square soit baptisé Jean Calas, puisque c'est à cet endroit qu'il a été supplicié. Monsieur Bénat, pourquoi parler de l'affaire Calas aujourd'hui? Oui, je crois que c'est une très bonne question. En effet, cette affaire n'est pas qu'une affaire de mémoire. Elle nous donne des enseignements pour aujourd'hui, pour la vie dans notre société aujourd'hui. Pourquoi? Rappelez-vous ce que je disais sur Voltaire. Voltaire, au travers de cette affaire, a condamné le fanatisme religieux, quel qu'il soit. Mais pour nous, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer la religion de son choix, peu importe. Mais ça doit rester dans la sphère privée, ça doit rester vraiment dans l'univers de chacun. Et ça ne doit en aucune façon venir perturber la vie de tous. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes idées, parce que nous n'avons pas tous les mêmes convictions religieuses, philosophiques, etc. Donc cette affaire, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend que ce qui est important, c'est la liberté de penser. La liberté laissée à chacun de penser comme il veut. La liberté de conscience. Ça nous apprend que les convictions philosophiques ou religieuses
doivent être mises à égalité. Il n'y en a pas qui soient supérieurs à d'autres. Il y a, au cœur de cette affaire et des enseignements que nous en tirons, il y a la notion de respect. Respect de l'autre, respect de la manière dont il pense, de ce à quoi il croit, respect des autres et de soi-même. Je crois que c'est une leçon que nous devons construire au quotidien. Et cette affaire nous apprend effectivement qu'il est important d'avoir une démarche d'acceptation de l'autre avec toutes les différences. C'était Saint-Exupéry qui disait « Si tu es différent de moi, loin de me léser, au contraire tu m'enrichis ». Et on s'enrichit des différences de l'autre, on n'a surtout pas à les combattre. Le vivre ensemble que nous préconisons, c'est effectivement un vivre ensemble qui s'appuie d'abord et avant tout sur ce type de notion.